Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui utilise les liens pour réconcilier les humains avec les vivants, en eux, autour d'eux. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. En matière numérique, qu'est-ce qui coûte? Qu'est-ce qui est écologique? Comment ça marche? Regarder un film en streaming, est-ce une hérésie sur le plan écologique? Faut-il préférer le filaire, au Wi-Fi, au 4G? Ou pire encore, ou mieux encore, à la 5G? Faut-il préférer un hébergement local pour ses données? Faut-il trier ses vieux emails? L'intelligence artificielle, est-ce un gouffre énergétique? Est-ce ok d'utiliser ChatGPT pour faire une recherche sur le web? Et la blockchain, est-ce que c'est le gouffre qu'on croit et qu'on dit depuis longtemps? Pour répondre à ces questions, et à d'autres, j'ai interrogé pour vous Olivier Servoise. Olivier est directeur du numérique d'Engie. Connaissant son goût pour la recherche, pour la vision la plus complète des situations et des phénomènes, j'ai été assurée d'obtenir des réponses fiables et sourcées. Je vous laisse donc l'écouter. Je pense que vous allez apprendre plein de choses. Chère auditrice, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast d'Entre là sont pour toi. Bonne écoute, Entre là! Bonjour Olivier, merci beaucoup d'être avec moi et avec nous sur le podcast Entre là aujourd'hui. Bonjour Gaëlle, merci de m'accueillir. On va parler ensemble de numérique responsable aujourd'hui, à la fois de nos pratiques, de nos outils, de nos comportements individuels, collectifs au niveau d'une organisation. On va parler du numérique responsable sur le plan environnemental. Et je pense qu'on va tous apprendre plein de choses parce que c'est un domaine dans lequel il y a un peu d'idées reçues, un peu de choses intuitives dont les vérités sont en fait contre-intuitives. Donc tu vas nous débunker un peu tout ça. Avant qu'on se lance dans ce joli sujet, est-ce que tu veux te présenter rapidement de la manière qui te convient? Bonjour Gaëlle, je suis un quinquagénaire alerte, je m'appelle Olivier Servoise et je suis directeur du numérique responsable chez Engie. J'ai fait toute ma carrière chez l'énergéticien avec en particulier une grosse coloration, innovation et innovation numérique. Et on verra tout à l'heure, je t'expliquerai en quoi le fait de passer de l'innovation numérique au numérique responsable, c'est une trajectoire qui est tout à fait légitime et pas du tout contre-intuitive. Le numérique, on a tous entendu dire que l'IA générative, ça paraissait génial, mais qu'en fait, c'était un gouffre énergétique et économique invraisemblable. Qu'est-ce qui est en fait coûteux en matière numérique au niveau environnemental? Je veux dire, qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui compte? Comment ça marche? Alors, si on doit faire la big picture, le chiffre qui est donné normalement dans toutes les interventions qui parlent de numérique responsable, c'est aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre du numérique pèsent pour 4% des émissions mondiales. 4%, c'est plus que l'aéronautique. Alors, même si aujourd'hui, je vais te parler essentiellement des émissions de gaz à effet de serre, il faut ne pas oublier que l'impact du numérique sur l'environnement, il a 4 formes. Il y a bien entendu les émissions de gaz à effet de serre induites par la fabrication et la consommation des équipements. Il y a ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui est en amont de l'utilisation de la fabrication, c'est-à-dire l'énergie qui est utilisée pour extraire les minéraux, pour acheminer les produits jusqu'à leur lieu de consommation. Et enfin, les deux derniers, c'est les atteintes à la biodiversité et le stress hydrique, la consommation des ressources d'eau, l'eau est en quelque sorte déplacée depuis des endroits où son utilisation serait naturelle pour les besoins humains ou les besoins naturels au sens de la nature, pour les besoins des humains ou des animaux ou des plantes. Donc, je récapitule, émissions de gaz à effet de serre, stress hydrique, atteinte à la biodiversité, énergie grise. Le numérique responsable, ce sont ces 4 impacts-là.
Peut-être ça vaut le coup que tu précises les atteintes à la biodiversité, parce que j'ai l'impression que les 2 premières atteintes, on les comprend assez bien. Je ne sais pas si tout le monde a en tête comment le numérique peut attenter à la biodiversité. Alors, c'est une question qui est, en toute honnêteté, c'est une question que je ne maîtrise pas tout à fait. Alors, bien entendu, dans les atteintes à la biodiversité, il y a les atteintes indirectes induites par le réchauffement climatique, hein. Donc, si on parle de 6e extinction de masse, c'est pas par hasard, c'est parce que ce réchauffement global, il modifie les habitudes des espèces naturelles, et donc on a cet affaiblissement progressif de la biodiversité. Et puis, localement, notamment sur les phases amont et aval, on a des atteintes induites soit par l'extraction des matières premières, soit par le retraitement des équipements en fin de vie. Et par retraitement, c'est une acception un peu large du terme, parce que souvent, c'est des décharges sauvages avec des pollutions locales induites par les matières premières qui sont utilisées dans ces équipements. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec nous comme élément de compréhension qui nous permettrait de voir un peu la logique des impacts sur l'environnement, à la fois des pratiques et de la fabrication et de l'exploitation du numérique? Alors, le numérique, déjà, il y a une chose essentielle à comprendre sur le numérique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a fait son chemin jusque dans le grand public. Mais voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 70 à 80% de l'empreinte environnementale d'un produit a été générée lors de sa fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre iPhone, quand il arrive tout neuf, tout beau dans sa boîte en carton de la boutique Apple, sur les 60 kilos de son empreinte environnementale, il a déjà émis 45 à 50 kilos de carbone dans les usines Apple et encore avant dans la conception et la fabrication de ces matières premières, que ce soit la coque en aluminium ou les semi-conducteurs à Taïwan. Donc aujourd'hui, et ça répond partiellement à une de tes questions, qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel pour abaisser notre empreinte environnementale induite par le numérique? Eh ben, c'est tout bêtement, de manière un peu contre-intuitive, c'est de ne rien faire. Il y a quelque chose qu'on fait qu'on peut être tenté de faire dans l'industrie, qui est de dire, bah tiens, tel ordinateur va consommer moitié moins que celui-là, donc je vais le remplacer. Ben non, ça il ne faut surtout pas le faire. Ce qui marche essentiellement pour abaisser notre empreinte individuelle, c'est allonger la durée de vie des équipements. En revanche, alors bien entendu, il y a des choses qu'on peut faire pour soi. On peut s'assurer que tous nos équipements sont en veille, on peut les protéger pour éviter d'avoir à les remplacer trop souvent, on peut les réparer quand ils sont cassés. Ce qui est très important, c'est que, en définitive, l'empreinte environnementale de la consommation électrique des équipements, elle est relativement faible. Donc, tous les gestes qu'on va vous expliquer au quotidien sur, c'est la consommation électrique des équipements, ce sont des informations qui sont très relatives. La consommation, il y a un chiffre que j'aime bien donner. Est-ce que tu sais combien de kilomètres il faut parcourir avec sa voiture thermique avant d'égaler l'empreinte environnementale de l'utilisation d'un PC sur toute une année en France? Voilà, ça, j'ai aucune idée entre les deux. C'est 80 km. Si tu as une voiture thermique, pas une grosse, une Clio par exemple, qui a une étiquette énergie classe B, le facteur d'émission de la classe B, c'est 120 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Donc, si tu fais un peu le calcul rapidement, tu t'apercevras qu'il faut moins de 100 km pour parcourir avec ta voiture pour égaler la consommation électrique de ton ordinateur. 100 km, c'est ridicule. On les fait en une semaine. Donc, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon dans la consommation électrique de nos équipements. Alors, bien entendu, tout gain est bon à prendre, hein, toute économie est bonne à prendre. Mais en revanche, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a des gestes, ce sont les ordres de grandeur. Moi, c'est un de mes combats du quotidien, c'est de réussir à faire comprendre les ordres de grandeur, que dire, bah voilà, un smartphone, tous les gestes qui vont contribuer à abaisser la consommation électrique du smartphone, comme le dark mode par exemple. Tu sais, ce mode qui te met les écrans sombres
d'un point de vue environnemental, ça ne sert rigoureusement à rien. Parce que le gain, il va être infinitésimal. Donc voilà. La partie consommation électrique, elle est anecdotique comparée à la proportion des émissions de gaz à effet de serre induites par la fabrication des équipements. Alors, même si on regarde des films en streaming, etc. Alors, il y a deux sujets là-dedans, et j'allais y venir. Premier sujet, il y a effectivement sur la consommation des écrans. Les écrans, ils ont une part importante dans la consommation du numérique. Et si tu as fait un tout petit peu de géométrie, tu sauras que si tu multiplies la diagonale d'un écran par 2, tu multiplies sa taille par 4. Et donc, plus un écran va être grand, plus il va consommer à la fabrication et plus il va avoir une consommation électrique forte. Donc, dans le streaming, ce qui est effectivement consommateur, c'est la consommation de ton écran. Et plus ton écran est important, plus tu vas consommer. En revanche, il y a quelques années, j'avais vu ce chiffre-là. Alors, je ne sais plus exactement si c'est ça, mais on lisait un épisode de La Casa de Papel, c'est une demi-heure de four à 2000 watts. Or, il se trouve que moi, j'ai une une formation d'ingénieur réseau, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné, parce que intrinsèquement, la consommation électrique d'un équipement réseau, d'un routeur, d'un commutateur, elle est quasiment constante. Alors, pour que tu comprennes bien ça, je vais te donner l'image du réfrigérateur. À la maison, j'ai un réfrigérateur dans lequel je stocke des bières. Et donc, il s'avère que la consommation électrique de mon réfrigérateur, elle est constante, quel que soit le volume de bière que je vais garder à l'intérieur. Pour Internet, c'est exactement la même chose. Que tu streames ou que tu ne streames pas, tu as des équipements réseau qui vont fonctionner en permanence et qui vont délivrer un service de routage et d'acheminement de la donnée. Et ce qui fait que, au final, ta consommation électrique, elle est de tes équipements, elle est quasiment constante. Peut-être pas au niveau de ta box, mais sinon pour tous les équipements amont, elle est constante. Le twist, c'est que l'autre jour, je suis rentré chez moi avec 2 packs de bière et que j'ai voulu les stocker dans mon réfrigérateur et que mon réfrigérateur était plein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Certes, j'aurais pu boire les bières, mais non, j'ai plutôt acheté un deuxième réfrigérateur. Et pour Internet, le problème qu'on a, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on est face à un problème de capacité installée avec une demande qui est toujours croissante. Plus j'ai besoin de bande passante, plus je dois mettre de capacité. Et quand je dis mettre de la capacité, c'est des équipements actifs, c'est des routeurs, des points de présence chez les Internet providers, mais c'est aussi des câbles transatlantiques. Je crois que c'est aujourd'hui, il y a plus d'1 million de kilomètres de câbles autour de la planète. Plus de 25 fois la circonférence de la Terre en câble, rien qu'en câble sous-marin. Donc aujourd'hui, nos enjeux, et en particulier l'enjeu de l'utilisation de la bande passante, il est dans le fait d'être raisonnable, mais il ne faut pas se sentir coupable, à mon avis, dans le fait de streamer en 4K ou de streamer sur Netflix ou sur une quelconque plateforme. Un tout petit bémol néanmoins, si je peux me permettre. Tout ce que je viens de te dire, c'est vrai quand on parle d'Internet domestique avec une box. C'est à prendre avec beaucoup de pincettes quand on va parler de streaming sur des téléphones cellulaires. Parce que quand tu vas regarder un film Netflix sur ton téléphone, là par contre, la puissance utilisée par l'antenne qui va te transférer le signal, elle est directement proportionnelle au volume de données qui transite par cette antenne. Ça veut dire qu'il n'y a pas seulement l'utilisation qu'on en fait, mais comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on utilise du Wi-Fi? Peut-être que si on utilise un câble Ethernet, c'est un peu différent, je ne sais pas si c'est peut-être pareil. Voilà. Et en tout cas, avec de la 4G ou de la... Ouais. Alors, tiens, ça me permet de... Tu voulais qu'on débunk un peu des idées reçues. Ça va me permettre d'aborder 2 notions qui sont assez amusantes. Quand je parle à mes étudiants, il y a une idée reçue qui revient tout le temps, c'est la 5G, c'est un gouffre environnemental, un gouffre énergétique. Alors, contre toute attente, au kilo-octet transporté, la 5G
est moins consommatrice que la 4G, qui est elle-même moins consommatrice que la 3G, et ainsi de suite. Ah ouais, comment ça se fait? Parce que ce sont des technologies qui sont plus récentes. L'antenne, elle va te cibler plus, elle va être capable de t'accrocher. Là où un signal, elle délivrait sur des géographies beaucoup plus grandes, et donc l'énergie qui était consommée pour transporter un kilooctet était beaucoup plus importante. Le twist, encore une fois, il y a un petit twist, c'est que se passe-t-il si tu utilises une technologie qui te permet de transporter de manière 2 fois plus économe 10 fois plus de données. Ben, au final, tu vas utiliser 5 fois plus d'énergie pour transporter de la donnée. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Hein. L'effet rebond, c'est quand ta technologie, les bénéfices de ta technologie sont tout de suite cannibalisés par les nouveaux usages que tu en fais. Et donc, l'effet rebond de la 5G, et pourquoi il y a tant de prévention face à la 5G, c'est parce que les spécialistes pensent qu'on va se mettre à émettre à consommer énormément de bandes passantes, pas tant nous que des usages industriels, que les voitures autonomes, que du mobilier urbain, enfin que sais-je. Et donc, face à cette explosion de volume de données qu'on va avoir, on risque d'avoir une explosion de la quantité d'énergie nécessaire pour acheminer cette donnée. Oui, parce que les moyens créent de la demande implique de mettre en place de nouveaux moyens, et l'histoire se continue comme ça, quoi, en effet boule de neige. Voilà, mais en revanche, à titre individuel, si je télécharge un podcast en 5G sur mon téléphone, ça sera moins énergivore que ce même podcast que j'aurais téléchargé en 4G. Et donc, en termes d'énergie, quand on regarde un film en streaming, il vaut mieux le regarder sur un écran pas trop grand, plutôt en Wi-Fi ou le câble Ethernet. Ça a un rapport ou pas? Il y a une différence? Oui, alors, bien entendu, le câble Ethernet, il est beaucoup moins énergivore que ses homologues, soit Wi-Fi, soit cellulaire. Et dans les entreprises, pour autant, on a mis en place plutôt du Wi-Fi partout, pas tellement de câbles. C'est un choix de mobilité. C'est un choix d'efficacité. Alors, en fait, là, tu touches du doigt un sujet qui est intéressant. C'est que, qu'est-ce qui se passe si je mets pas du Wi-Fi? Alors, là, on va aborder un sujet que je connais pas bien. Ce sont des calculs que je n'ai pas faits, mais on va essayer de les faire ensemble, si tu veux. Que se passe-t-il si, pour un nouveau bâtiment, je choisis de mettre du Wi-Fi qui va avoir un facteur d'émission au kilo-octet transporté. Un facteur d'émission au kilo-octet transporté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un coefficient de proportionnalité qui s'applique entre l'énergie ou les émissions de gaz à effet de serre et le volume de données. Plus tu vas transporter de la donnée, plus tu vas émettre de gaz à effet de serre. Donc pour le Wi-Fi, c'est ça, puisque effectivement, plus tu vas utiliser ton Wi-Fi, plus ton antenne Wi-Fi va avoir besoin de puissance. Et un réseau filaire qui, lui, tu vas avoir juste le coût de fonctionnement de ton switch Ethernet, qui lui est quasiment constant. Hein. Il y a un chiffre que j'ai oublié de te donner tout à l'heure, il y a 3% de variabilité entre un réseau national chargé et un réseau national vide. Voilà, 3%. Donc, naturellement, tu vas être tenté de me dire, Olivier, c'est très simple, je vais utiliser le réseau filaire plutôt que le réseau sans fil, parce que le réseau sans fil, plus je l'utilise, plus j'émets, alors que l'autre, le réseau filaire, il a une consommation constante. Sauf qu'il y a d'autres éléments dans le réseau filaire, notamment tu as du cuivre. C'est du cuivre qu'il a fallu extraire, qu'il a fallu acheminer, qu'il a fallu raffiner. Ce cuivre aussi, il a un coût environnemental avec un facteur d'émission associé. Donc, il faut arriver à comparer des coûts complets à des coûts complets, quoi. Exactement. Et ça, c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est qu'il faut toujours avoir une approche systémique en disant, ben voilà, et ça, c'est quelque chose qui est très, très important, notamment quand on calcule le coût environnemental du numérique. On a souvent tendance à dire, vous voyez, le coût de cette application est de temps. Le coût du Wi-Fi, il est de temps. Le coût du réseau, voilà. Pour moi, c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on parle de coût environnemental d'une application, il faut toujours le ramener au service que l'application rend. L'application, et notamment c'est particulièrement vrai en entreprise, elle n'existe pas hors contexte. L'IT, ce n'est pas un objet qui a une fin en soi.
Tu vois, par exemple, si je te dis quel est le coût environnemental de la solution du ministère des Finances là, qui met en ligne ma déclaration d'impôt, ben, ma réponse, ça va être de dire, j'en ai pas la moindre idée, mais quel était le coût de la même solution avant? Oui, quand on envoyait les courriers, etc. Quand on envoyait les fallait courriers, se déplacer, aller en voiture au bureau. Ouais. Voilà, donc toute solution, elle n'existe pas en lévitation, elle est là pour rendre un service. Et donc, il faut avoir toujours cette approche systémique en disant, moi, quel est le service qui est rendu et quel était le service qui était rendu avant. Et donc, c'est un truc qui est vraiment contre-intuitif. Hein. Moi, c'est quelque chose que je dis à mes DSI, hein. C'est, je ne vous demande pas de réduire votre empreinte environnementale, l'empreinte environnementale de votre système d'information. Alors, chaque fois, les gens ils me regardent avec des grands yeux ronds. Ils disent, comment ça, tu ne me demandes pas de le faire? Je leur dis, bah, vous n'êtes pas comptable de l'intensité de votre système d'information. Plus on va vous demander d'applicatifs, plus on va vous demander de digitaliser des services, plus votre empreinte environnementale sera forte. Mais par contre, il faut regarder les bénéfices induits par vos applications. Et les coûts que ça peut éventuellement d'ailleurs éviter, si on veut comparer des choses. Et les coûts que ça peut potentiellement éviter. Belle île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, moi Singapour, c'est Mour, c'est long. Vous c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, moi des souvenirs d'enfance. En France, violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Café, déchets, pour les mélanger, séparer petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Tahiti est ton bouffé noir, Héritier, Teia Puto et Marama, Mio Iapoe, Tutu Ai Ai. Tout à l'heure, je te disais que je t'expliquerais pourquoi il y a une familiarité entre innovation digitale et numérique responsable. C'est parce que dans le numérique responsable, en fait, il y a deux grandes familles de disciplines. Il y a ce qu'on appelle le Green for IT. Le Green for IT, c'est comment j'arrive à décarboner mon numérique. Alors, décarboner mon numérique, c'est choisir des sources d'énergie renouvelables, c'est allonger la durée de vie des équipements, c'est faire plein de choses. Oui, parce qu'en fait, si j'ouvre juste une parenthèse et tu répondras quand tu veux, mais c'est juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est qu'en fait, là, on donne des chiffres, mais en même temps, c'est vrai que ça dépend effectivement d'où vient l'énergie. Si on compare le mixte français ou allemand, c'est pas tout à fait le même, et du coup, les coûts environnementaux sont pas les mêmes non plus. On reviendra sur ce sujet volontiers. Donc, tu as le Green for IT, ou ce qu'on a appelé avant le Green IT. Et on a aussi l'IT for Green. Et l'IT for Green, c'est quoi? C'est la contribution des technologies digitales et IT au processus de décarbonation. Tu vois, par exemple, si aujourd'hui je suis capable de mettre un objet connecté que je vais pouvoir déclencher à distance depuis un poste de contrôle, plutôt que de prendre ma petite voiture pour aller faire le même geste, en fait, l'IT a contribué à décarboner le processus d'ouverture de ma valve. Et les analystes disent qu'on a 90% des bénéfices du numérique responsable qui devraient venir de cet IT for Green, c'est-à-dire la contribution du numérique à la décarbonation. Et tous les coûts de déplacement évités, tous les coûts évités par la digitalisation des processus, etc. Exactement, il y a ça, donc il y a la virtualisation, la digitalisation des processus, l'économie de papier, et puis des choses un peu plus compliquées comme l'optimisation, comme la maintenance prédictive. Tu es familier avec les trois maintenances? Je reviens dessus ou pas? Ben, en tout cas, comme on ne fait pas ça que pour nous deux, je veux bien que tu expliques pour les ceux qui vont nous écouter. Il y a trois types de maintenance.
première maintenance, c'est la maintenance corrective. C'est ce qu'on a fait depuis la nuit des temps. La maintenance corrective, c'est je répare quand c'est cassé. Le seul problème, quand c'est cassé, ça veut dire que ton appareil de production, il a arrêté de fonctionner et tu as perdu de l'argent. Donc, les industriels ils se sont dit, on va faire un deuxième type de maintenance, c'est de la maintenance préventive. Alors, la maintenance préventive, c'est quoi? C'est, je sais qu'en moyenne, mon appareil, il casse tous les 8 mois. Donc, je vais changer la pièce tous les 7 mois. Comme ça, je suis sûr que mon appareil ne tombe jamais en panne. Le seul souci, c'est que sur un appareil qui aurait pu durer 8 mois, voire 1 an, tu l'as remplacé de force au bout de 7 mois, juste pour éviter une interruption potentielle. Et donc, il y a le niveau 3, le boss de fin de niveau de la maintenance, c'est la maintenance prédictive. Et la maintenance prédictive, c'est quoi? C'est que tu vas mettre des capteurs, tu vas analyser le comportement de tes équipements et tu vas essayer, avec de l'intelligence artificielle, de détecter les éléments annonciateurs d'une panne. Et quand tu vas détecter ces éléments annonciateurs d'une panne, tu vas remplacer la pièce. Et donc, tu es passé de « je répare quand c'est cassé » à « je pense que ça devrait casser au bout de tant de temps, donc je vais réparer » à « je répare juste quand ça va être cassé ». Et ça aussi, c'est un gros gain parce que si je reviens à mon technicien qui se déplace dans la voiture, là, mon technicien, il se déplaçait tous les 7 mois. Maintenant, si j'arrive à gagner 1 mois ou 2 pour une pièce, sur un parc de 10 000 pièces, tu imagines le gain. Donc, la digitalisation, c'est un levier majeur de la décarbonation. Et c'est pour ça que, contre toute attente, moi, ça ne me gêne pas d'avoir un bilan carbone qui augmente au niveau de mon système d'information, dans la mesure où les externalités positives sont supérieures aux externalités négatives, dans la mesure où mes applications, elles permettent de gagner en performance environnementale. C'est ce qu'on appelle l'ecological payback. Moi, j'aime bien parler de retour sur environnement parce que c'est quelque chose qui fera bien les esprits. Donc, c'est mon application, elle va permettre à terme de me faire gagner en émissions de gaz à effet de serre, par exemple, parce qu'elle a suppléé un processus qui était plus émetteur. Et ça, aujourd'hui, on a des bons modèles qui permettent de calculer ce coût global et ce gain global. On commence à voir apparaître des modèles qui sont assez costauds, alors voire parfois trop costauds. Il y a en particulier un modèle qui vient de l'ITU, l'Union internationale des télécommunications. C'est un modèle qui s'appelle ITU L1480, qui est extrêmement précis et qui t'explique comment analyser l'impact environnemental d'une solution numérique. C'est quelque chose... Bon, c'est assez pointu, mais c'est relativement efficace et ça permet d'être exhaustif parce que notamment, ça permet d'évaluer les impacts indirects, ce qu'ils appellent les effets rebonds d'ordre supérieur. Dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure de la maintenance prédictive, tu as déployé une solution qui te permet de sauver 10% de ton temps, de sauver 10% du temps de tes techniciens qui faisaient de la maintenance. Du coup, peut-être que tu vas pouvoir augmenter la taille de ton parc de 10%. Et donc ça, c'est un truc qu'il faut que tu prennes en compte dans ta mesure d'impact. Cette idée de calcul, ça donne aussi un peu l'idée qu'on a vaguement entendue d'empreinte numérique environnementale, comme on a pu calculer chacun son empreinte écologique sur ses déplacements. Tu as des trucs à nous dire là-dessus, je crois. Comme je te le disais, à mon avis, c'est pas une bonne... c'est un faux ami. Il m'est arrivé qu'on me demande quelle était l'empreinte environnementale d'un Teams, d'une vidéoconférence qu'on fait sur Internet. Alors, je me suis penché sur la question avant de me dire que ça faisait pas vraiment de sens comme question. Parce que un Teams, c'est avant tout 2 personnes qui ne se sont pas déplacées pour se rencontrer. Donc, aujourd'hui, on a digitalisé tellement de choses que si on devait mesurer notre empreinte environnementale, avec en tête l'idée de réduire cette empreinte environnementale, on se retrouverait à dédigitaliser des gestes du quotidien et plutôt que de faire un Teams, je me retrouverais à me déplacer pour aller au travail, donc à plus consommer des moyens de locomotion. Si je prends ma voiture, à plus émettre d'essence. Donc, encore une fois, le digital, c'est un outil qui contribue à ma performance. Pourquoi est-ce que tu mesures? À quoi ça sert de réaliser ta mesure d'empreinte du numérique? Ça te sert
à la comprendre. Et pourquoi tu veux la comprendre? C'est parce que tu veux la réduire. Donc, aujourd'hui, mesurer son empreinte du numérique, c'est dans un objectif de diminution de son empreinte. Et là, il faut être très attention parce que comme tu ne mesures qu'une toute petite partie de ton activité, je reviens sur mon Teams, si je mesure l'empreinte de mon Teams, il faudrait en toute logique que je mesure aussi l'empreinte de mes déplacements. Et donc, si j'arrête de faire du Teams parce que j'ai lu que le Teams pesait sur mon empreinte environnementale, eh ben, il faudrait que j'ai aussi connaissance de l'empreinte de mes déplacements associés et comment les vases vont communiquer et si je ne vais pas, au contraire, contribuer à recarboner un autre processus. Comme laissé tout seul en mer, corsaire, sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Oh oui, oh oui, je le voyais passer, direi a nome tu, varua, te ahumarume, tu uma fatu, Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, moi Singapour, c'est Mour, c'est lent, c'est l'eau qui vous sépare, et vous laisse à part. Tahiti est au Fénois, La mesure, c'est un exercice qui est, d'une part, qui est assez compliqué. Il y a énormément de fausses amis et d'idées fausses qui traînent depuis très longtemps, comme l'empreinte des mails, par exemple, ou le nettoyage des boîtes aux lettres. Moi, j'ai plein d'homologues qui me disent « Olivier, je suis désolé, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas de nettoyer ma boîte aux lettres. » Et je ne suis pas sûr que ça soit pas au contraire complètement contre-productif. Oui, c'est intéressant d'ailleurs comme question, parce qu'effectivement, on est nombreux à avoir des emails qu'on a créés il y a plus de 25-30 ans, quoi. Je vais oser un parallèle en direct là. Imagine qu'on te dise « Gaël, tu as trop de vêtements chez toi, il faut que tu fasses le tri. » Tu ne vas pas aller dans ton armoire pour dire « Tiens, ce chemisier, ce pull, cette robe, j'en ai plus besoin, je les jette. » Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton échelle, tu vas aller dans ton grenier, tu vas aller regarder dans les vieux tromblons que tu stockes depuis des années et que tu n'as jamais osé jeter, et tu vas faire un tri et tu vas les jeter. Ou alors les donner s'ils sont pas beaux, ou les revendre sur Vinted, ou un tas de trucs. Ouais. Voilà. Le truc, c'est que au final, tu as passé beaucoup plus d'énergie à aller chercher ces vêtements au grenier ou à la cave où ils faisaient de mal à personne, où ils étaient très très peu émetteurs, hein, c'est le cas de la donnée qui est stockée, parce que les opérateurs de services dans le cloud, ils sont pas fous, hein, quand ils ont des données comme ça qui ont 20-25 ans, eh ben, ils les mettent pas sur des disques SSD qui vont être extrêmement consommateurs quand tu vas aller les chercher. Ils vont les stocker dans des espaces de stockage qui sont extrêmement peu utilisés, extrêmement peu consommateurs pour le stockage. Et du coup, quand tu vas aller chercher ces vieilles données en disant « je vais faire le bien pour la planète », tu vas te mettre à réveiller des baies de stockage qui n'avaient rien demandé à personne pour aller nettoyer de la donnée. Tu vas prendre ton échelle et tu vas aller dans ton grenier. Pour le coup, tu as plus intérêt effectivement à avoir une approche, une hygiène quotidienne en disant « ça, j'ai pas besoin, je supprime ». Mais les campagnes de nettoyage annuel, je ne sais pas du tout si ça sert à quelque chose. Une autre dimension, c'est que moi, je suis ingénieur et j'aime bien avoir un gain, être capable de chiffrer les bénéfices de telle ou telle action. Quand je te dis un téléphone portable, c'est 60 kilos, dont 50 kilos
de carbone consécutif à sa fabrication. Si je te dis garde ton téléphone portable 1 an de plus, je sais que ça contribue à une économie de 12,5 kg de carbone. Mais quand je te dis nettoie tes mails, le problème c'est que je n'ai aucune idée des gains. Aucune. Je ne sais pas si c'est 1, 1000, 1 million, ou au contraire si c'est moins 1, moins 1000 ou moins 1 million. Donc c'est un sujet sur lequel je suis extrêmement gêné. À mon avis, il faut toucher à rien. Et il faut s'astreindre à une hygiène quotidienne plutôt que d'aller faire de l'archéologie et d'aller nettoyer au lance-flamme tous les vieux tromblons qui traînent au grenier. Ça me fait penser d'ailleurs cette idée de calcul sur l'empreinte environnementale, le fait que des organisations se disent carbone neutral. Tu m'avais dit, je pense à un moment donné, que ça n'avait pas beaucoup de sens non plus. Alors la neutralité carbone, effectivement, elle a pas de sens. C'est pour ça que aujourd'hui, on parle de net zéro carbone. Alors, net zéro carbone, c'est une notion qui a été développée, si je ne dis pas de bêtises, et si je dis des bêtises, faites-le moi savoir a posteriori par les gens du Shift. La neutralité carbone, ça veut dire que tu vas émettre autant de carbone que tu vas en stocker ou en compenser, en stocker. Et c'est une notion qui n'a pas de sens au niveau d'une organisation, d'un pays. La neutralité carbone, elle n'a de sens qu'au niveau planétaire. C'est pour ça qu'on a remplacé cette notion par la notion de net zéro carbone. Et net zéro carbone, on a rajouté un 3e pilier. Donc, dans la neutralité carbone, on avait 2 piliers qui étaient le premier, ce que j'émets, et le deuxième, ce que je capte. Et pour calculer le net zéro carbone, on va rajouter un 3e pilier qui est ce que je contribue à économiser, ce que je contribue à faire économiser par d'autres. Donc, par exemple, si je te vois avec à la Fnac en disant tiens, je vais remplacer mon Mac parce que la couleur me plaît pas, j'en veux un neuf, et que je te dis bah non, Gaël, garde-le, il fonctionne encore. J'ai contribué à sauver 10 kilos, je pourrais le mettre dans mon bilan net zéro carbone parce que je t'ai convaincu d'économiser. Et ça, le net zéro carbone, c'est comment on peut amener à décarboner l'énergie des gros industriels, comment on peut aller vers plus d'efficacité énergétique. Voilà, c'est plein de dimensions différentes. Si on prend, tu vois, on a parlé d'un certain nombre de pratiques ensemble. Est-ce que le fait d'avoir des données stockées sur du cloud plutôt que du data center, c'est forcément plus écologique ou pas forcément? Alors, en fait, il y a 2 choses, il y a 2 parties dans ta question. Si tu veux bien, je vais commencer par définir une notion que tu as vaguement mentionnée tout à l'heure qui s'appelle l'intensité carbone du mix énergétique. Donc, pour ça, on va prendre les mots les uns après les autres. Un mix énergétique, c'est quoi? C'est l'ensemble des moyens qui sont mis à contribution pour produire de l'énergie dans un pays. En France, on a un mix énergétique qui s'appuie à environ 80% sur du nucléaire, 10 à 15% sur de l'hydroélectricité et du renouvelable, et la toute petite partie qui reste, c'est des moyens de production basés sur la combustion d'énergie fossile. Donc ça fait qu'on a un mix énergétique qui est extrêmement peu carboné parce que le nucléaire et l'hydroélectricité, c'est très très décarboné. Pour te donner des chiffres, c'est 6 grammes de CO2 émis par kilowattheure produit. Le solaire et l'éolien, si j'en crois les chiffres de l'ADEME, c'est autour de 40 à 50 grammes. Et après, tout va dépendre de l'énergie fossile que tu utilises. Le gaz, ça va être 300. Je te dis, c'est de mémoire, hein, je peux me tromper. Et le charbon, ça va être 800 ou 900. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'électricité française est extrêmement décarbonée. En revanche, les Allemands, qui ont arrêté toutes leurs centrales nucléaires pour les remplacer par des centrales à charbon, ils ont un mix énergétique qui est à 400 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un kilowattheure allemand, il est 8 fois plus émetteur qu'un kilowattheure français. Et je ne te parle pas de l'Australie ou de l'Afrique du Sud qui ont des mix énergétiques qui sont à entre 700 et 900 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette notion d'électricité qui n'est pas partout la même? Ça veut dire que la première question que je pourrais te répondre, c'est ça dépend où est ton data center, Gaël.
Est-ce que ton data center il est en Allemagne? Est-ce que ton data center il est en France? Par quoi est-ce que tu vas remplacer ton data center en France par un data center en Allemagne? Ça, c'est ça qui est le véritable inducteur du coût environnemental du cloud. Alors, dans l'absolu, je vais quand même répondre à ta question. Dans l'absolu, la réponse est oui. Il vaut mieux basculer d'un data center on-premise à des services hébergés dans le cloud. Pourquoi? Parce qu'il est optimisé. Voilà, exactement. Parce qu'il est optimisé. Parce que l'énergie, c'est un des inducteurs de coûts essentiels de ton opérateur de cloud. Et donc, lui, il travaille sur ce qu'on appelle le PUE, le PUE, Power Usage Efficiency, pardon, je me trompe toujours, Power Usage Effectiveness, qui est l'efficacité énergétique de son data center. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de réduire le ratio entre l'énergie qui est dépensée dans son data center et l'énergie qui est dépensée pour alimenter ses serveurs au minimum. Alors, c'est quoi ce ratio? Qu'est-ce que tu rajoutes? Tu vas rajouter l'énergie qui est nécessaire à la climatisation, à l'éclairage, à un certain nombre de services périphériques. Et donc, ce qu'il veut, lui, c'est avoir un data center qui est le plus efficace énergétiquement. Donc, dans l'absolu, il vaut mieux basculer d'un data center à du cloud parce que l'hyperscaler, il a mis tous ses moyens pour réduire son empreinte, pour réduire sa facture énergétique. Mais là, comme je te le disais, le twist, c'est que si c'est un hébergeur allemand, tu vas consommer, même si son PUE sur le PUE de son data center, il est de 1,05 et que toi, le PUE de ton data center on-prem, il était de 1,5 en France, un PUE de 1,05 en Allemagne, ça va largement être plus émetteur de gaz à effet de serre qu'un PUE de 1,5 en France. C'est pour ça qu'on considère qu'on commence à voir émerger d'autres notions qui s'appellent le CUE, le Carbon Usage Effectiveness par exemple. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah. Le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Si on en vient maintenant à l'intelligence artificielle, et notamment, mais pas que l'intelligence artificielle générative, combien ça coûte et quand est-ce que ça coûte? Alors, tu fais bien de faire la distinction entre les deux types d'intelligence artificielle parce que aujourd'hui, l'IA et toute l'IA est tatouée de la lettre écarlate. Hein, c'est à chaque fois qu'on dit intelligence artificielle, les gens lèvent les bras au ciel, poussent des cris d'orfraie et disent c'est un gouffre énergétique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé récemment sur un cas concret. On a mesuré l'empreinte environnementale d'une solution qui faisait de l'assistance à la lecture d'images médicales. C'est une IA qui lit des radios, qui lit des scanners et qui dit des IRM et qui dit là, il y a un problème, là, il y a un problème, il y a un problème. Alors, la solution, elle ne supplée pas
Le diagnostic radiologue, médical. au diagnostic médical. Elle met des gros carrés sur les radios et elle dit au radiologue, c'est là, à mon avis, qu'il faut que tu regardes. Pour les radiologues, c'est le jour et la nuit, c'est les gens qui qui travaillent 10 fois plus vite. Pour les labos, c'est incroyable, ça les fait aller, ça leur fait traiter beaucoup plus de patients dans la journée. C'est un vrai bénéfice. On a calculé l'empreinte environnementale de ces solutions et en tirant tous les potards à fond, on est arrivé à 1 gramme par lecture d'image médicale. 1 gramme, c'est ridicule. Oui, surtout par rapport au temps passé par un individu. Après, on a dit qu'on ne parlerait pas d'enjeux sociétaux, mais ça m'a posé une question à moi. C'est parce que je me suis retrouvé à comparer 1 gramme de CO2, ce qui faisait quand même 1 tonne et demie à la fin sur la taille du laboratoire que je considérais, à 10% de productivité. Il s'est trouvé que le laboratoire qui utilisait cette méthode a constaté qu'il traitait 10% de patients en plus. Et donc, je me suis retrouvé à comparer un peu des choux, des carottes, une empreinte environnementale qui augmente contre plus de productivité. Et là, je t'avoue que je ne suis pas armé pour dire, pour faire des arbitrages. Oui, heureusement qu'1 gramme, c'était ridicule. Et voilà. Sauf que dans le même temps, on s'est posé la question de se faire aider, d'aider les radiologues à la production de comptes rendus en utilisant des IA génératives, ChatGPT 4o pour ne pas le nommer, pour l'aider à faire son compte rendu. Et là, on a pioché un petit peu la littérature, on cherchait le bilan carbone de ChatGPT 4o, on l'a recalculé partiellement par nous-mêmes, et on est arrivé à des chiffres qui sont incroyables. Pour un prompt de 5000 tokens, alors excuse-moi, je suis un peu technique, mais disons que c'est pour la production d'un document assez important, l'impact environnemental mesuré par la startup Ecologits, c'est 270 grammes de CO2. Alors, le chiffre ne te parle peut-être pas beaucoup. 270 grammes, ça veut dire que si tu fais 25 prompts ChatGPT 4o dans une journée, tu vas consommer autant que si tu avais mangé un steak frites supplémentaire. Et ça veut dire quoi, un steak frites supplémentaire sur 220 jours ouvrés? Ça veut dire que ton empreinte environnementale, elle augmente d'1,5 tonne. Je te rappelle que ton empreinte à toi, Gaëlle, en tant que Française, en moyenne, elle tourne autour de 9,9 tonnes. Donc, si tu te mets à utiliser ChatGPT 4o de manière régulière, tu peux potentiellement alourdir ton empreinte environnementale d'un sixième, d'1,5 tonne. Et ça, c'est colossal. Et ça, c'est quelque chose pour lequel il est important d'alerter. ChatGPT 4o, j'ai entendu que ChatGPT voulait remplacer le Google Search Engine. Attention, si vous avez besoin de connaître les résultats du match de foot du PSG en C1, faites une recherche Google. Vous n'avez pas besoin de demander à ChatGPT 4o. Ça serait comme prendre l'avion pour aller chercher le pain. Et puis en plus, il y a de bonnes chances qu'ils aient perdu le PSG. Donc, contentez-vous de rester à ce niveau d'information-là. Et quand on fait des images, c'est encore pire, non? Et quand on fait des images, c'est encore pire, bien entendu. Quand on fait des images. Alors, il y a des fois où c'est pertinent. Il y a l'aide à la programmation, par exemple. Je pense que là, la question se pose quand on va regarder les bénéfices induits par les économies de temps de développeurs et la capacité à produire plus vite. Je suis en train de regarder aujourd'hui si on peut utiliser des IA génératives pour faire de la revue de code et avoir des programmes qui sont plus efficients d'un point de vue environnemental. Donc, à chaque fois, et c'est là qu'on revient sur la fameuse étude d'impact des projets numériques, il convient de remettre des usages en perspective en disant, est-ce qu'au final, ma solution, elle me permet effectivement de dégager des gains ou au contraire, est-ce que c'est un gouffre environnemental et c'est une hérésie de continuer dans cette direction? Oui, on est juste en train de s'amuser bêtement. Un grand merci pour tous ces éléments. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, que tu aimerais évoquer? Je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il y avait dans tes notes? Il y avait la question de la blockchain, si tu veux en parler un petit peu. En fait, ce que je peux te dire sur la blockchain, c'est que le problème avec la blockchain, c'est qu'elle souffre, elle aussi, d'un déficit d'image colossal, essentiellement parce qu'elle a été impliquée dans une erreur de diagnostic. Est-ce que tu connais l'histoire des épinards et de Popeye? Est-ce que tu sais pourquoi Popeye mange des épinards? Voilà, c'est ça.
En fait, pendant très longtemps, il y a eu cette espèce d'image d'Épinal, des épinards qui étaient extrêmement riches en fer. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un, quelque part, au moment de saisir le taux de fer des épinards, s'est trompé d'une virgule et a multiplié par 10 le taux de fer des épinards. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore et toujours, tout le monde est persuadé qu'il y a du fer dans les épinards. Ça fait partie de la culture populaire et qui est complètement infondée. Pour la blockchain, il s'avère qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur de décimale aussi. Alors c'est un Anglais qui n'était même pas un spécialiste, qui a fait une erreur de décimale et qui s'est gouré mais d'un facteur colossal sur l'empreinte environnementale de la blockchain. Et donc aujourd'hui, la blockchain, elle se traîne cette réputation épouvantable. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes le processus de minage, notamment pour les blockchains publiques basées sur la proof of work, donc comme le Bitcoin, quand tu as une opération à valider, tu as des dizaines de milliers de nœuds qui se mettent à faire tous la même opération pour aller dire oui, cette opération est valide ou non, cette opération n'est pas valide. Effectivement, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue opérationnel, mettre 10 000 ordinateurs en compétition pour valider une opération, c'est complètement con. Et c'est effectivement absolument pas légitime. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui apparaître d'autres modèles. Ethereum, qui est une blockchain concurrente, se base sur ce qu'on appelle le Proof of Stake, S-T-A-K-E. Le Proof of Stake, c'est quoi? C'est que tu t'es impliqué financièrement dans le fonctionnement de la blockchain. Tu as plus à perdre à tricher avec la blockchain qu'à gagner. Et donc, tu as tout intérêt à être efficient pour valider des opérations et tu n'as pas intérêt à tricher. Du coup, avec le Proof of Stake, tu es plus du tout en mode concurrentiel et c'est des blockchains qui sont beaucoup plus efficientes. Dire que la blockchain, c'est un gouffre environnemental, c'est à peu près aussi vrai que dire se déplacer d'un point A à un point B, c'est un gouffre environnemental. C'est vrai si tu prends l'hélicoptère. Si tu y vas en vélo, c'est pas du tout vrai. Et je pense qu'il y a à peu près autant de variations possibles dans le coût environnemental d'une blockchain. Par exemple, si tu prends une blockchain publique où n'importe qui peut devenir un nœud, ou à contraire une blockchain privée dans laquelle tu as un nombre fini de nœuds et pour lequel tu vas, tu utilises le principe de délégation de confiance pour valider un processus, pour valider le bon fonctionnement d'un processus. En fait, c'est le jour et la nuit en termes de consommation d'énergie. Donc, oui, je pense que le Bitcoin, ça peut effectivement poser problème. Mais encore faut-il connaître un tout petit peu le fonctionnement du Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début de la création des Bitcoins, Satoshi Nakamoto avait dit qu'il y aurait, je crois que de mémoire, c'est 21 millions de Bitcoins qui seraient mis en service en tout et pour tout. Ce qui fait qu'au début, quand on minait, on trouvait des Bitcoins entiers, et maintenant, on trouve des tout petits bouts de Bitcoin parce qu'on est en train de tangenter les 21 millions. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça devient de plus en plus compliqué de miner ces tout petits bouts de Bitcoin. Ça devient de plus en plus cher de miner tous ces petits bouts de Bitcoin, et donc ça devient de moins en moins intéressant. Si tu dois dépenser 1000 d'énergie pour gagner 900 en valeur, ton calcul, il est vite fait. Et donc, il y a une espèce d'autorégulation du Bitcoin qui fait que y a des gens qui se désengagent parce que ça devient moins intéressant. Eh ben, merci pour tout ça. Là, tu nous as aidé à débunker plein de choses, à comprendre la logique sous-jacente à l'utilisation du numérique, à essayer d'avoir une idée du coût complet, de l'empreinte complète et comparable de nos activités. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie. Si je devais conclure en un mot, il est important de toujours faire un pas de recul et regarder une vue d'ensemble et de me dire, certes, il y a un coût environnemental à ce que je suis en train de faire, mais est-ce que ce coût environnemental est légitime ou pas? Est-ce qu'il contribue à économiser du carbone ou au contraire à en émettre davantage? Mais ça, c'est un exercice qui est compliqué parce que ça suppose qu'on ait à la fois une vision systémique du processus qu'on est en train de regarder
et aussi qu'on ait en tête les ordres de grandeur, qu'on sache que 100 km en voiture, c'est plus qu'un an d'utilisation de mon ordinateur, par exemple. Oui, puis on peut aussi avoir une idée de performance globale, au-delà même du CO2, de se dire à un moment donné, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Tu vois, est-ce que ça va être de se déplacer et de se voir en vrai parce qu'on va créer le lien? Est-ce que ça va être de se voir en visio parce qu'on va se voir plus vite et que du coup on va régler le problème plus vite, par exemple? Il peut y avoir un tas d'autres considérations que purement économiques ou purement CO2 dans le calcul de l'opportunité aussi. Tout à fait. Moi, il y a un exemple que je donne régulièrement, c'est est-ce que la douchette dans les supermarchés, c'est cette petite scanette qui te permet d'être autonome dans les rayons du supermarché, c'est une bonne chose ou pas? Alors quand je pose la question, il y a des gens qui me disent non, c'est pas une bonne chose, ça détruit des emplois, ça détruit le lien social. Il y en a d'autres qui me disent moi je suis beaucoup plus efficace, je gagne du temps. Il y a des gens qui me disent éthiquement, est-ce qu'au XXIe siècle, c'est humain de payer des gens pour prendre des objets et faire un mouvement comme ça de droite à gauche pour les faire passer au-dessus d'un lecteur de code à barres? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la question est-ce que c'est bien ou pas d'utiliser une douchette, il y a une multitude de réponses avec une multitude de points de vue qui sont possibles. Et est-ce que c'est bien ou pas? J'en ai aucune idée et loin de moi de vouloir apporter une réponse à cette question-là. Tout dépend des enjeux qu'on juge prioritaires. Du point de vue lance-place par rapport à l'idée qu'on s'en fait. Merci beaucoup Olivier. Un grand merci à toi. Écoute, c'était un plaisir. Si vous voulez en savoir davantage sur le numérique responsable et sur Olivier Servoise, vous trouverez comme d'habitude toutes les informations utiles dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!